Bonjour à tous et à toutes, dimanche 29 mars. Alors aujourd'hui, je voudrais aborder deux questions. La question, on va aborder petit à petit des questions morceau par morceau, parce que si on mélange tout, on s'en sortira pas. Aujourd'hui, je veux parler du fait d'accepter la modération ou d'être privé de tout. Je vais expliquer. Et brièvement, deux, trois mots à propos du pétrole. Alors, la nature humaine est ainsi faite que elle n'aime pas les privations, elle n'aime pas les ordres, elle n'aime pas les interdictions. Mais les êtres humains raisonnables, sages et intelligents devraient réfléchir à ça. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si je donne un exemple. Moi, je fonctionne toujours par exemple parce que au moins on peut se représenter de quoi on parle. Admettons demain, je suis Premier ministre, enfin décideur en tout cas, et je vois les statistiques des morts sur la route. Moi, je ne connais pas les chiffres, je sais que c'est des milliers de gens qui meurent sur la route. Bon. Admettons, je vois ça et je décide que pour moi c'est un problème, pour des raisons humaines, éthiques, économiques. C'est tous des gens qui payent des impôts qui disparaissent et donc qui ne payent plus d'impôts, etc. Car il faut savoir évidemment que plus quelqu'un est actif, bouge en voiture, va à des conférences, travaille, va sur des chantiers, plus il s'expose à des accidents sur la route et ailleurs. Plus quelqu'un est inactif, aux allocations, au chômage, etc., plus cette personne, en général, sauf exception, et chez elle, joue à des jeux vidéo sur Internet, travaille dans son jardin, etc. Donc, évidemment, il y a un aspect économique dans tous ces morts. Et donc, pour revenir à l'exemple, si demain je vois ces statistiques et je dis, voilà, ce n'est pas négociable, j'ai décidé, au vu des chiffres, que seuls pourront rouler sur la route les véhicules électriques bridés à une vitesse maximale de 80 km/h. Voilà. Il n'y a plus de 130, il n'y a plus de voitures à essence, il n'y a plus de voitures au diesel. Terminé. Ceux qui veulent rouler, ils doivent accepter ça. S'ils ne l'acceptent pas, ils seront immobilisés, leur véhicule sera pris, etc. Alors, les gens, si vous dites ça, tollé. Ah non, moi des gens roulant du 130, j'arrive en retard chez mes clients, je peux pas investir dans un véhicule électrique, c'est pas possible, ça coûte 30 000 euros, j'ai déjà des dettes sur mes voitures normales, enfin, etc. Chacun va venir avec son problème personnel. En théorie, ça paraît légitime, toutes ces plaintes et tous ces gens qui ne seraient pas d'accord. Mais en réalité, si à un moment donné, on arrive à quelque chose à une crise qui pénalise tout le monde. Je prends l'exemple de ce qu'on vit tous aujourd'hui. Le confinement, plus d'avions, les hôtels sont vides, les casinos sont vides, les clubs de vacances sont vides, les parcs d'attractions sont vides, etc., etc., etc. À un moment donné, les gens devraient se poser la question, est-ce qu'il vaut mieux, voilà le concept que je veux mettre en avant, soyez attentifs, parce que j'étais un peu long, je m'excuse. Le concept que je veux mettre en avant, c'est le suivant. Est-ce qu'il vaut mieux se brider, accepter d'être bridé dans plein de domaines et d'avoir une certaine stabilité, d'éviter pas mal de drames, ou il faut laisser la pleine liberté, ou même pas pleine, mais je veux dire excessive, et essuyer toute une série de conséquences. Je pense à quoi? Ben, je ne peux pas penser à tout. Je pense au plus évident. La vitesse sur la route, l'alcool, le tabac, etc., etc. Quand on met tout ça ensemble, on se retrouve devant des centaines de drames directs et indirects. Morts, blessures, paraplégie, violence, bagarres, etc., etc. Prison, parce qu'il faut mettre les gens en prison hein, qui ont commis des délits. Donc à un moment donné, est-ce que la sagesse, le bien ne consisterait pas à dire, euh, de- comment je vais dire, de mettre une sorte de quota sur tout? C'est-à-dire, par exemple,
Je ne sais pas, hein, j'imagine, je vous ai dit avec la vitesse et les voitures, mais on peut imaginer d'autres choses. Par exemple, dans le domaine des boissons, toute boisson avec X degrés d'alcool est interdite, sous peine de toute possession de plus de telle quantité de, etc., etc. Donc, je pense que ce qu'il faut comprendre de cette crise, je pense que c'est ce qui va y avoir lieu à moyen terme, parce que moi j'ai toujours tendance à dire certaines choses un peu trop à l'avance. Alors au début on croit que c'est fou, et puis à la longue on se dit tiens c'est pas si fou. Je pense en fait que c'est la leçon, vu que nous sommes surtout de plus en plus nombreux sur Terre, et que c'est que le début, parce que l'Afrique est occupée à monter en puissance à toute vitesse, c'est que on ne peut pas, comme je l'ai déjà dit, vivre à l'occidental et propager le modèle de vie à l'occidental dans le monde entier. C'est-à-dire consommer, voyage, superflu, etc., etc. Donc, et je pense que si on ne l'accepte pas de notre plein gré, je pense qu'il arrivera de plus en plus de cyclones, tsunamis, virus, pandémies, et qui nous forceront d'une manière plus brutale et plus restrictive à être raisonnables. Parce qu'en fait, c'est ce qui arrive aujourd'hui. Étant donné qu'on n'a pas voulu faire de compromis sur toute une série de choses, ben on se retrouve de plus en plus fréquemment avec des tragédies. Ici, on n'ose pas vous le dire parce que bon, voilà, il faut pas casser le moral, il faut pas propager des mauvaises nouvelles, mais ici, avec ce qui arrive au niveau sanitaire et économique, il est vraisemblable que l'Europe, en dehors de l'Allemagne, va tomber au niveau de la vie des Grecs. C'est-à-dire que c'est la fin de l'Europe, comme on l'a vécu, comme on l'a connu. Je n'ai pas dit l'Europe est rayée de la carte, c'est pas ça que je dis. Ça restera un pôle touristique où les touristes japonais, chinois viendront voir la tour de Pise, le Colisée à Rome, la tour Eiffel et compagnie, le Louvre, et tout, le château de Chambord et compagnie. Mais l'Europe en tant que force décisionnelle, économique, d'influence diplomatique, etc., va devenir de plus en plus insignifiante et de plus en plus va devenir simplement, vont devenir des pays musées pour les touristes. Et la force motrice économique mondiale va se diriger petit à petit vers les régimes autoritaires qui prennent des décisions dures, restrictives quand c'est nécessaire. Alors on va me dire quoi, tu es un dictateur? Je dis non, j'ai la conviction, c'est ma conviction, que les êtres humains, surtout quand ils sont nombreux, ne peuvent se diriger et donc parfois se protéger d'eux-mêmes qu'à travers des décisions assez drastiques. Quand on est dans les compromis, les coalitions, oui mais le Nord veut ceci, le Sud veut cela, etc., on en vient en fait à l'immobilisme, à la stagnation et puis à la décadence. Donc il faut inévitablement avoir des leaders qui sont des gens qui décident et qui tranchent, évidemment avec le plus de sagesse possible. Je viens d'apprendre ce matin que, contre l'avis du gouverneur de New York, Trump ne veut pas mettre la ville en quarantaine. Très clairement, on vient de signer clairement l'idée que on va sacrifier X milliers d'humains en plus parce qu'on ne veut pas un arrêt de l'économie. Alors que quand on écoute certains gestionnaires de fonds de pension, que j'écoute en anglais, etc., il y en a un dont je ne reviens pas sur le nom, parce que je ne retiens pas, mais j'ai retenu ses propos, c'est plus intéressant. Il a dit quelque chose de très sage et de très juste, parce que lui, il y a des gens quand même intelligents, tout le monde n'est pas stupide. Il a dit, écoutez, soit on ferme tout en Amérique à 100%, on ferme tout. Les hôtels, les plages, les aéroports, les machins, les casinos, les autoroutes, tout. Et tout le monde reste en famille pendant 30 jours. Et alors on va perdre X milliards de dollars, mais voilà, la Banque fédérale vient d'injecter 6 trillions, donc ça devrait suffire. Soit on fait ça, ou soit on ne le fait pas, par peur justement des pertes
et de la distorsion économique que ça va produire. Et alors, on va se retrouver avec un virus qui va voyager, muter, durer, et on se retrouve avec une crise peut-être moins drastique, moins violente que si on arrête tout 30 jours, mais une crise qui peut durer 6, 12, 18 mois. Et ça sera beaucoup plus pire, il dit, parce que, par exemple, c'est un gestionnaire de fonds qui est spécialisé dans les chaînes d'hôtels, Hilton, Hyatt, Marriott et compagnie, et il dit, aucune compagnie, aucune société hôtelière ne peut survivre à 18 mois de bas revenus. Elles vont toutes tomber en faillite. Donc je comprends ce qu'il veut dire, et ça rejoint mon idée. C'est-à-dire que quand on est face à des crises, au niveau d'une famille, au niveau d'un village, au niveau d'un groupement humain, d'un pays, soit on le résout d'une manière très très carrée, sans discussion et violente. C'est valable aussi pour la question du climat. On ne résoudra pas l'affaire du climat sans décision forte qui implique d'être un peu impopulaire. Dire aux gens, oui, telle et telle chose, c'est fini, telle et telle chose, c'est fini. Tant qu'on voudra plaire à tout le monde, qu'on voudra un petit peu caresser tel et tel électeur dans le sens du poil, on n'y arrivera pas. C'est comme ça, l'humain a besoin d'être mis au pied du mur pour accepter certaines choses. S'il peut négocier, il va toujours penser... Je vous donne un autre exemple, de nouveau, parce que c'est toujours plus explicite, vous allez voir pourquoi. Je suis riche, voilà, je suis millionnaire, j'ai une femme et 2 enfants, etc. Une grande villa, bon. Arrive chez moi à la porte un pauvre, imaginons, on va dire, et il me dit, voilà, écoutez, ma femme a une grave maladie, l'opération coûterait 100 000 dollars. On m'a dit que vous êtes milliardaire, je sollicite votre aide. Qu'est-ce que la plupart des gens vont faire? Allô, police, évacuez-moi ce type. Désolé, mon gars, pas de chance, je peux rien faire pour toi. Bon, sauf exception, hein. Ça sert à rien de me dire les exceptions. Je parle en général comment l'humain réagit. Il va donc ne pas vouloir, sans doute, aider cette personne qui lui semble sale, bizarre, peut-être menteuse. Bon, bref. Il va pas l'aider, il va pas donner les 100 000 dollars. Par contre, si monsieur rentre de son travail dans sa grande villa et trouve ses 2 enfants et sa femme kidnappés, attachés à une chaise avec un scotch sur la bouche, etc., avec un ou 2 types qui les menacent de les égorger ou que sais-je, et qu'on lui dit, écoute, c'est 100 millions de dollars ou ici c'est un bain de sang. Débrouille-toi, fais comme ci, comme ça. Bon, moi je suis pas un expert en kidnapping, mais j'imagine. Ben, le gars, il va chercher à le faire. Il va sortir les 100 millions. Donc ce que je veux vous dire, c'est que malheureusement, l'être humain, il fonctionne comment? Quand il peut négocier, quand il n'est pas obligé, il ne veut pas sortir 100 000 dollars. Et quand il a peur pour le sien, d'une menace immédiate et visuelle, il est prêt à sortir 100 millions. Et donc c'est ça que vous devez comprendre, c'est la nature humaine. La nature humaine n'évolue que qu'en étant devant des faits accomplis, violents, brutaux et directs. Dès que on peut réfléchir, oui mais c'est peut-être pas tout de suite, oui mais les tsunamis ça va d'abord toucher tel et tel pays, oui mais si des migrants viennent par millions, bon on tirera dedans. Donc les gens en fait, plutôt qu'imaginer qu'ils vont se retrouver dans une situation pire s'ils ne font rien, ils préfèrent ne rien faire et puis une fois qu'ils sont devant le drame, paniquer, faire n'importe quoi et commettre parfois des gestes insensés. Je veux dire, bon, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Je veux dire, tout l'argent qu'on dépense par rapport aux migrants qui viennent de partout, dans la mer, etc., ça coûte un budget, je ne sais pas de combien de millions d'euros. Ben, si ce budget avait été peut-être mis pour construire des zones franches dans les pays pauvres, en mettant à la tête de ces entreprises des gens honnêtes et sérieux et qui payent un salaire décent aux gens et tout, on aurait peut-être évité tout ça. Mais qui aurait accepté qu'on paye tous ces millions? Non, on les paye quand les gens sont dans les bateaux devant nous. Tant qu'ils sont chez eux, tu dis, ouais, mais bon,
Et il y a des SDF ici, hein, pourquoi on va aller aider les gens du Sud? D'abord nos pauvres. Voilà, il y aura toujours des dissonances. Donc voilà, je voulais un petit peu parler sur ce thème-là, du fait de l'humanité. Est-ce qu'elle n'a pas besoin parfois d'être contrainte? Et si elle ne le veut pas, bah, peut-être la nature, le créateur, le destin, vous l'appelez comme vous voulez, bah, forcera les humains à renoncer à certaines choses. Et ça m'amène vers le prochain sujet, très rapidement, le pétrole. Alors le pétrole, ce que je vais dire ici, en résumant à l'extrême, c'est qu'en fait, pour ceux qui ne comprennent pas, parce que je comprends, voilà, on ne peut pas tous s'intéresser à tout, le pétrole, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il est beaucoup plus abondant que ce qu'on croyait. On nous a parlé de pénurie, la fin du pétrole, vite, 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 il faut mettre des panneaux solaires et des éoliennes partout, bientôt il n'y aura plus de pétrole. On se rend compte que c'est pas vrai. C'est-à-dire que le Texas est imbibé de pétrole. Il y a pour des milliards de litres. Même en pompant comme actuellement, il y en a pour jusque 2060. L'Antarctique est occupée à fondre, révèle des terres qui sont pleines de pétrole. Tous les jours, on trouve des grosses nappes de pétrole, notamment dernièrement à la frontière entre la Guyane et le Suriname en mer. Toutes les compagnies pétrolières ont acheté des parcelles parce qu'il y a une énorme nappe de pétrole sous terre. Bref, on se rend compte en fait que le pétrole est tout sauf rare. Toute la terre en est pleine à des profondeurs plus ou moins accessibles. Et maintenant, avec la technologie, on arrive à trouver du pétrole un peu partout. Donc, le pétrole est abondant. Alors, quand il y a une forte croissance économique, ce pétrole trouve acheteur. Il y a la Chine, il y a l'Indonésie, il y a l'Inde, tout le monde veut du pétrole pour ses entreprises, ses transports et compagnie. Et donc, voilà, on a pu maintenir comme ça un prix à 40, 50, 60 dollars le baril, ce qui est suffisamment haut pour faire vivre la plupart des entreprises dans ce secteur. Mais maintenant qu'on a un ralentissement qui avait débuté avant la crise de coronavirus, on était au bout d'un cycle déjà avant la maladie, eh bien, le pétrole devient un peu partout trop abondant, donc les prix chutent, et on est maintenant entre 20 et 25 dollars le baril, prix auquel la plupart des producteurs ne sont plus rentables, sauf l'Arabie Saoudite, etc. Donc en fait, on a voulu forer des puits partout, on a voulu faire de l'argent facile partout, et maintenant, en fait, on va se retrouver avec non seulement des énergies renouvelables de plus en plus présentes, donc qui remplacent, mais en plus des pays qui décélèrent au niveau de leur croissance, donc qui ont de moins en moins besoin de pétrole, plus en plus de forages et de pétrole accessibles. Et là, vous avez tous les ingrédients, en fait, pour un basculement majeur, parce que c'est une industrie très importante, en termes d'emploi, en termes de PIB pour beaucoup de pays, Norvège, Venezuela, Iran, etc. Et donc, à nouveau, c'est un choc violent le prix. Mais un choc violent qu'on n'a pas voulu anticiper en disant, au lieu de perdre des milliards dans un pétrole pas cher et en subissant des milliers de faillites d'entreprises actives dans le secteur, il vaut peut-être mieux investir massivement dans l'énergie solaire, éolien et autres, afin d'être autonome par rapport à tout ça et ne plus contribuer à la pollution et compagnie. Les États n'ont pas voulu. Ils ont fait des petits subsides. Enfin, par exemple, ici en Belgique, de 2007 à 2011, il y a eu des subsides pour les panneaux solaires. Et puis on a arrêté. Et puis maintenant, on veut taxer et imposer les gens qui ont des panneaux. Donc on veut les punir d'avoir fait ça. Et voilà. Et donc maintenant, cet événement, à nouveau comme le coronavirus au niveau maladie, cet événement va contraindre les États, les gens, les entreprises à revoir leur politique parce que c'est plus rentable. Et donc, il y a plein de sociétés qui vont fermer. Et au final, il va rester sans doute l'Arabie Saoudite, la Russie et l'Amérique, bien sûr, qui vont produire. Mais ça ne sera plus du tout une source de revenus aussi importante qu'avant. Donc, il fallait anticiper avant, sans y être obligé, en diversifiant ses revenus à travers le tourisme, les énergies renouvelables, les universités, les formations, que sais-je.
Et voilà l'époque vers laquelle on va en fait. Une époque où dans tous les secteurs, ça c'est mon avis, on va être obligé par la force des choses, de ce qui se présente devant nous, à changer des habitudes, des façons de vivre, des façons de consommer, des façons de voyager, à tous les niveaux. Parce qu'on n'a pas voulu le faire au calme avant. On a voulu y aller à fond. Quand vous voyez des reportages, je vous invite à aller voir un reportage qui est passé, je crois, dimanche passé, pas ce dimanche-ci, le dimanche d'avant, dans l'émission 7 à 8 sur le pétrole dans le Texas. Vous voyez à quel point, en fait, les gens ont été déraisonnables. On a fait des pluies partout. Les gens sont intoxiqués par les gaz de méthane. Il y a de l'argent facile qui coulait à flot. Des bars, des discothèques, des gens qui tombaient dans l'alcool et la drogue tellement ils avaient d'argent à disposition. Et voilà. Et il faut cette crise-là, ce tremblement de terre brutal pour que les gens arrêtent. Parce que sinon, ils n'arrêtent pas, ils continuent, ils continuent, ils continuent. Plus de pluie, et plus, et plus, et plus. Et l'être humain n'est pas raisonnable, je l'ai toujours dit. L'être humain est une créature faible, envieuse, égoïste, orgueilleuse, faible à tous les niveaux. Et dès qu'elle a un os à ronger, elle le ronge jusqu'au bout, quitte à se casser les dents ou à s'en rendre malade. Voilà, je vous laisse ici méditer sur tout ça. À très bientôt. Merci.